la surface métallique d'un interphone brillait à côté de la grille. L'objet argenté, lisse, stupidement élégant, faussement discret, semblait à la fois sorti d'un autre monde et fabriqué sur mesure pour cette entrée de château. Un grésillement en sortait. Joachim appuya sur un bouton. Le grésillement se fit plus fort. Il portait une voix incompréhensible qui ne semblait pas s'adresser à lui. Alors Joachim parla contre elle. Il dit qu'il s'appelait Joachim Rieck, qu'il était géographe, qu'il était en retard, qu'il était là maintenant. Le mécanisme électrique de la serrure libéra la grille. Il poussa la porte, pénétra dans le couloir et entendit le grincement familier du parquet. Plus rien ne modulait ni n'atténuait le son. L'endroit était vide. Vidé de ses meubles, des bibelots, des livres, des lampes remis à zéro. La lumière du lampadaire le plus proche entrait par la fenêtre et dessinait un trapèze parfait sur le sol. Pendant 6 ans, ils avaient vécu là, dans cet appartement. Ils le voyaient pour la dernière fois. Des rectangles blancs marquaient l'emplacement des affiches décrochées du mur. Il s'est dit qu'ils avaient perdu. Il sentit le besoin de rester un peu. Il s'assit sur la moquette, nota qu'elle dégageait une odeur bizarre de savon. Les lieux vides résonnent du silence sévère qui sépare le tic du tac de la trotteuse. Une horloge murale en verre pendait dans l'appartement polonais de la grand-mère de Joachim, au 5e étage d'un bloc de béton, auquel tu accédais avec un ascenseur dont la cabine sentait l'huile de machine et la sueur des billets. En vidant le 2 pièces et demie de ses meubles, on trouvera un coffret rempli de cailloux qu'elle avait ramassés un par un, à des moments différents de sa vie, sur quelques plages d'Europe. Un coffret en bois conservé sur la table vitrée d'une coiffeuse, parmi des flacons de parfum passés de date, qui menaçaient toujours de briser cette vitre en tombant des mains de l'enfant qu'il avait été, et qui jouait avec quand il s'ennuyait, laissé seul dans cet appartement. Joachim l'emporta le jour du déménagement. Il en montra le contenu une fois à un géologue dont il avait été proche à la faculté. Sans y consacrer trop de temps, à la d'études identifia des ambres basaltiques, des schistes, des basaltes, des labradorites, des bouts de briques et des tessons de verre, poncés par les vagues. Pour la plupart, il ne sut rien dire de leur provenance, mais Joachim finit par se dire que le coffret, à lui seul, était devenu un lieu, un condensé d'espace engendré par les déplacements d'une femme. En lieu, quelle que soit sa taille, se forme au creux de l'espace lorsqu'une histoire se monte. Elle persiste quand les objets y demeurent, mais elle prend fin lorsqu'elle se vide. Les volumes se chargent alors d'un sentiment de fiasco d'un projet commun. En errant dans la chaleur, Joachim était entré un jour dans le couloir d'un hôtel abandonné à bord de la mer. Une peinture bleue couvrait encore les moulures. Il déambula sur les étages et sur les terrasses dévastées, en s'imaginant le quotidien des visiteurs trop rares qui avaient renoncé à revenir. On parlait dans ce pays d'îles entières hantées par les murs d'anciennes prisons, des années de vie volées, des geôliers qui s'éterraient ailleurs maintenant,
en attendant la mort, et des dictateurs qui ont fini par mettre son verrou dans quelques confortables cellules, avec un sentiment de soulagement, mais en gardant ses creux, ses vides, tout de même, ces îlots larges qu'on regardait le soir, face à l'afflux des souvenirs dont on se serait passé. On les vide la forme spatiale du conditionnel. Sans trop savoir où aller, Joachim vivota encore 6 mois dans l'appartement qu'ils avaient partagé avec sa femme. Avant de le restituer à la gérance, il déclina l'aide de son ex, affreusement affublé d'un préfixe privatif devenu son nom, pour les travaux de nettoyage. La mise en scène de l'entraide amicale à ce stade de leur relation lui parut abjecte. La dernière semaine, il dormit sur un matelas gonflable qu'ils avaient acheté pour accueillir des amis communs. Une nuit, il se réveilla car la chose s'était dégonflée pendant son sommeil et que son corps soudain se trouva opprimé par la surface d'un sol de plus en plus dure. Pendant ses années d'études à Zurich, il avait vécu dans une colocation de 12 personnes sur 3 étages. Une cuisine à chaque étage, plusieurs salons communs aux murs décorés de foulards indiens qu'affectionnaient les filles. Dans la cave s'entassaient des guitares, des basses, une batterie dont on jouait la nuit en rendant fous les rares camarades qui se réveillaient de bonne heure, et des didgeridoo qui servaient accessoirement de résidence à divers insectes. Une légende aborigène veut que le premier didgeridoo fut entendu lorsqu'un ancêtre aborigène nourrissait le feu. Avec son œil de chaman exorbité, il vit que des termites logeaient à l'intérieur du tronc d'arbre qu'il s'apprêtait à jeter dans les flammes. Alors il souffla dedans pour les faire sortir et les laisser en vie. Voilà l'histoire du premier son de didgeridoo. Des bestioles sans nom levèrent la tête dans la bouche en l'entendant, parce que la musique possède le pouvoir d'unir les réalités séparées par les frontières biologiques des espèces et par des kilomètres de distance dans un seul flux. Les habitants de la colocation pouvaient itérer à souhait l'expérience aborigène en soufflant dans ces didgeridoo pour en faire sortir araignées, fourmis et baves des prédécesseurs. On organisait parfois des jam sessions avec des didgeridoo et des corps des Alpes qui s'immisçaient dans un brouhaha merveilleusement cohérent dont les vibrations caressaient les esprits embrumés de hashish afghan. Les stupéfiants révélaient des passerelles vitales entre les tourelles névrotiques des héritages familiaux. On érigeait, on creusait, on lissait, satisfait mais pensif. Assis en pullover de seconde main autour d'une table, on buvait en se disputant des manières de meubler un monde parfait. Emportés par d'autres souffles, la plupart s'en allèrent, enfin pour faire leur vie. On loua des chambres à des nouveaux venus. Certains restèrent moins de 3 mois. À chaque départ, une déco plus sobre couvrait les murs. Parmi les derniers habitants, en demeura un ami proche de Joachim, qui y retournait de temps en temps pour rendre visite à l'ami et à cette maison, comme tu reviens vers un port entre 2 voyages incertains. Il l'aidait à partir quand il ne restait plus que lui. On commanda des bennes à ordures géantes où l'on jeta pêle-mêle plusieurs tonnes de restes, mobilier, ustensiles, machines, morceaux d'instruments entamés par la rouille. On fuma une dernière cigarette dans la plus grande pièce, puis on ferma la porte d'entrée.
Après avoir passé leur vie à observer l'évolution des cerveaux d'animaux, les scientifiques s'accordèrent à dire que la mémoire d'un être se développe par le renforcement de connexions entre les neurones, entre les cellules stimulées en même temps, et assez souvent, les liens deviennent plus épais et plus importants. Intrigué par l'idée, Joachim s'était mis à envisager la mémoire d'une manière similaire, à l'échelle de l'ensemble des êtres humains. Chacun dans son coin développe une fascination pour des choses immédiates qu'il communique à ses compagnons proches. À regarder les choses en simultané, un lien se tisse, et nous appelons ça des amitiés, des connaissances. Raccordés les uns aux autres, nous cheminons à travers l'espace-temps, éclairés d'un sentiment de choses qui nous sont communément chères. Avec certains êtres, cet éclat devient si prégnant qu'il nous insuffle son feu. Et nous disons alors que nous aimons celui qui l'observe à nos côtés. Il arrive, hélas ou forcément, que le stimuli cohérent se dissocie, obstrué par d'autres, lié à des bulles d'espace-temps qui nous happent, esprit de bureau, horaire de travail, cadres familiaux, souvenirs tapis dans quelques recoins dormants et sombres de l'enfance, au-delà desquels nous étions parvenus à nous élever pendant quelques années, les imposent leur rythme. Alors le feu s'épuise et nous n'aimons plus. Nous perdons ainsi des bouts de nous-mêmes et notre mémoire part en lambeaux pour servir de pièces détachées à l'assemblage de mondes distincts et parfois ennemis. Au nord de Genève, à l'autre bout du lac, des physiciens creusèrent un tunnel géant dans la Terre. Bouclé sur lui-même, il forme un couloir en cercle, si immense qu'il paraît droit à celui qui marche dedans. C'est un tunnel de fer pour les méditations mécaniques. Précédé par des particules élémentaires qui les dépassent à la vitesse de la lumière pour ressurgir toujours dans leur dos, les savants avancent dans ce couloir. Ils finissent par s'imaginer le temps lui-même sous forme d'une mousse qui se recompose sans cesse en se déchirant. L'obscurité rampait sur la volée de marche qu'elle transformait en une masse compacte. Joachim alluma son téléphone portable pour voir où il posait le pied. L'éclairage de l'écran LED aplatissait le volume des formes. Les tons de couleur fondaient dans un gris bleu troublant. Plan après plan, il avançait dans une série de tableaux sinistres. L'image d'ensemble qu'il essayait de se représenter manquait de cohérence. Un parquet usé couvrait le sol de l'étage inférieur. Il cédait un peu et libérait à chaque pas une coulée de boue qui se mêlait à la poussière. Joachim tâtait de la pointe du pied, tapotait, appuyait lentement à l'affût des craquements. Il reportait inquiet son poids sur le pied avant à chaque pas. Il craignait que le sol ne lâche sous ses pieds et qu'il ne s'y enfonce pour se trouver pris au piège à agiter des bras et crier à l'aide.
l'espace de sa mémoire. Une image d'ensemble se formait lentement dans son esprit, accompagnée de l'impression qu'une poussière lourde, similaire à celle qui couvrait le sol, remonte de son estomac pour obstruer sa bouche. Une inquiétude pâteuse s'imposa à son esprit. Quelque chose dans la manière d'être là, de ces hommes, donnait envie de fermer les yeux et de nier leur existence. 12 sofas s'éclairaient à 100 degrés, l'un par rapport à l'autre. Au milieu, une table basse penchait avec un cendrier, 6 livres. Sur les pages d'un livre ouvert, une limace rampait, en diagonale des lignes. Joachim traversa tout droit une dizaine de pièces. Ça glissait et ça sentait le vin bouchonné. En franchissant la dernière pièce, il trouva le seuil d'un nouvel escalier. Il descendit, marche après marche. L'odeur s'amplifia. En étage plus bas, il appuya la main contre une paroi et sentit dans sa paume une palpitation qu'il se dépêcha d'attribuer au battement de son propre cœur. Ça pulsait, ça bougeait. La moisissure rongeait le moindre recoin. La terre prenait le dessus. Elle s'infiltrait dans ses propres orifices. Sa chemise trempée de sueur, ses cheveux, la peau de Joachim s'imprégnaient de l'haleine de ce ventre souterrain du château qui digérait sa propre structure. Le plafond menaçait de s'effondrer par le seul effet de son passage. La terre pénétrait à l'intérieur de son imagination. Plus il avançait, plus elle occupait de place. Il s'est vit enterré, englouti par cette masse indéterminée, indifférenciée, qui allait, qui voulait l'assimiler. Avant qu'il arpente ses couloirs d'un mouvement glissant de bonhomme debout, laissant des traînées de lui-même sur les parois des galeries de plus en plus étroites jusqu'à les remplir, elle aussi devenir un avec le reste et se vautrer dans le terreau moite de son propre corps. Des petites peintures carrées pendaient au mur. Il s'approcha de l'une d'elles et traça une ligne avec le pouce dans la couche de poussière qui la couvrait. Son geste révéla le corps d'une bête. Il nettoya le reste de la vitre et découvrit l'image d'un cheval blanc. D'un de côté, l'animal tournait la tête vers lui. Son ventre gonflait et ses sabots étaient beaucoup trop larges pour ses pieds. Ses yeux étaient blancs, les yeux d'un cheval aveugle, d'un cheval mort, putréfiant dans la cave qui sécrétait son existence. Joachim frotta la surface de notre image et découvrit sur la couche de poussière un autre cheval, laid, qui regardait droit devant cette fois. Son œil gauche, le seul visible du profil, était noir. Joachim revint vers la première image. La bête aux yeux blancs condensait toute la pâleur des cadavres, l'épuisement et le ventre gonflé de mauvais foin, le hennissement morne des chevaux de la bataille. Joachim se souvint d'une épave vue dans un documentaire. Un sous-marin l'a filmé, à plusieurs kilomètres de profondeur. Tu voyais ses pinces en acier qui s'étiraient devant le hublot. La télé transmettait le champ de vision de la caméra robotique. La pince du sous-marin arrache une porte incrustée de coraux. La caméra pénètre à l'intérieur et là, tu vois un couloir à l'envers. Les lustres de cristal sortent du sol, semblables à des méduses. Les tapis pendent du plafond. C'est un paquebot de croisière grand luxe, à l'envers.
l'océan participe au décor avec tout ce qui pousse dans ses abysses. La lenteur du sous-marin donne conscience de la pression de l'eau à cette profondeur, de l'extrême attention nécessaire pour progresser. Il avance jusqu'au bout du couloir, il défonce une autre porte avec un craquement étouffé par l'eau. Derrière, son spot tombe sur les chaussures banales. La caméra remonte le long du mollet. Tu vois le costard du noyé, son col, et puis sa gueule, une éponge méconnaissable sur fond de crâne. Quelque chose entrave le corps, et tu reconnais un tube de métal enroulé autour du torse. L'extrémité étroite du machin aboutit à quelques centimètres devant la bouche. Le sous-marin recule. La caméra prend l'image d'ensemble. Tiens, un tuba. Le noyé était musicien. Joachim descendit de 2 étages encore. Il trouva un long couloir où il progressa par tâtonnement. Il trouva une pièce meublée. Essoufflé, il voulut se poser, mais il renonça en touchant le rembourrage humide d'un siège. Il caressa le rinceau d'un dossier, remonta jusqu'au sommet et poursuivit son geste, frottant le long de la côtoire en s'imaginant faire surgir des étincelles de mémoire. Un peuple de mains fantômes se mit à parcourir la surface des meubles. Des corps rattachés à ses mains, en costume démodé, s'installèrent sur les ottomanes, se succédant, s'appelant, dormant, se frottant les uns aux autres. Ils s'enlaçaient dans la nuit, en tirant de l'idée de se faire surprendre une excitation délicieusement banale. La lumière d'une ampoule clignotante, erratique, illuminait la pièce. Dans une pièce d'à côté, Joachim trouva une statue. Les reflets de lumière intermittente révélaient une texture de marbre qui apparaissait et disparaissait en synchronie avec le grésillement de l'ampoule, que la résonance de la pièce modulait en encoissement de crapaud robotique. La statue représentait une créature à torse d'homme. L'être barbu, musclé, jusqu'au ridicule, ouvrait la bouche dans un souffle d'effort. Il se débattait avec un poisson hideux qu'il serrait entre les cuisses. Le poisson gonflait et se tordait. Il enroulait son corps et tentait de fuir par-dessus l'épaule de l'homme. Celui-ci entravait sa queue avec ses jambes qui n'étaient pas exactement des jambes, mais elles-mêmes des queues de poisson. L'amalgame exerçait une attraction malsaine. Joachim éprouva le désir de la toucher et glissa la main dessus en suivant les formes galbées. Des carreaux de faïence couvraient le sol et les murs de la pièce. C'était peut-être une ancienne salle de bain. Une odeur d'algues émanait d'une grille de fonte encastrée dans le sol, prévue pour l'écoulement de l'eau. Une lumière éclairait l'endroit par un trou rectangulaire au coin du plafond. Quelqu'un s'est déplacé là-bas, un étage plus haut.
quelqu'un raclait un objet en métal contre le mur. De l'eau commença à couler par ce trou du plafond. Les gouttes éclairées par la lumière saccadée ressemblaient à des billes suspendues à mi-hauteur. Joachim s'approcha pour regarder à travers le trou. Il n'y vit d'abord que le plafond de l'étage d'en haut, sur lequel s'agitaient des ombres. Son cœur s'emballa en se mettant au rythme de la lumière qui clignotait. De l'eau chaude lui coulait dessus. Sur sa nuque, l'enveloppait, battait contre ses tempes. Elle lui bouchait les oreilles et descendait le long de son corps jusqu'aux chevilles. Puis une femme apparut dans l'embrasure. Il la voyait de dos. Ses cheveux bruns ondulaient un peu entre ses omoplates et un fil d'eau se formait en pointe au niveau des reins. Nue, les bras levés, elle se frottait la tête au son du grésillement. L'eau sortait d'un tuyau de douche métallique, dont le bout, dépourvu de poumons, était accroché au plafond à l'aide d'un fil électrique. Elle se retourna soudain et Joachim reconnut Annalena. Pour se protéger de l'eau, elle fermait les yeux si fort que 3 rides se formaient entre ses sourcils. Elle penchait la tête en arrière, révélant sa gorge blanche et le dessous de son menton. Dans la suite du mouvement, par l'angle étrange où Joachim l'observait, son visage disparut un instant derrière sa poitrine. Les yeux encore fermés, elle se pencha vers l'avant cette fois et chercha à tâtons pour saisir une bouteille de shampoing dont elle versa un peu dans sa main. Elle se redressa ensuite face à Joachim, passant ses mains dans ses cheveux. Son sexe s'entr'ouvrait légèrement. L'eau coulait sur son ventre. La lumière s'éteignit pendant plusieurs secondes ensuite. Joachim retint son souffle dans l'obscurité. Puis la lumière s'éclaira de nouveau. Il releva les yeux vers le visage de Dalina et il vit que les yeux de Dalina étaient ouverts, cette fois, et qu'elle la regardait fixement. Elle prit le temps de se rincer les cheveux, continuant à dévisager Joachim, qui n'osait pas bouger, tapis dans l'ombre. Puis, sans se presser, elle remplit le contact visuel, se retourna, ferma le robinet d'eau et s'enveloppa dans une serviette de bain. Ses mouvements s'imprimaient dans sa rétine dans une séquence d'images fixes. Elle sécha tranquillement ses cheveux à l'aide d'une autre serviette qu'elle utilisa finalement pour s'envelopper la tête. Elle ne lui adressa plus aucun regard, mais avança juste de 3 pas et disparut ainsi de son champ de vision. Joachim entendit l'ouverture d'une autre porte, puis le bruit de ses pas sur les marches d'un escalier inconnu, quelque part au-dessus. Au bout de quelques secondes, la lumière s'éteignit et ne revint plus. Joachim se tenait seul, honteux dans l'obscurité, le dos humide. Lorsqu'il ralluma l'écran de son téléphone portable, ce dernier éclaira d'abord la statue du monstre marin. Il voulut se mettre à la recherche d'Adalina et il explora l'étage au-dessus. Il erra parmi les pièces, mais celle où Adalina se trouvait forcément, celle au-dessus de la salle de bain de l'étage inférieur, s'avère mûrie de partout. Joachim colla l'oreille